Le cœur net. Bonjour à tous, bienvenue sur le live surpoids, obésité et pédiatrie. Donc on est ensemble en direct avec tout à l'heure Arnaud Persdorf qui est pédiatre à Strasbourg, qui est aussi le pédiatre de l'émission La Maison des Maternelles. Donc on va être très content de pouvoir répondre à vos questions. Essayer de vous expliquer tout ce qui tourne autour du surpoids, de l'obésité. Ce live fait suite à une vidéo que j'ai réalisée qui est sur mon feed, qui explique le surpoids de l'obésité, qui explique aussi le poids de la génétique, le poids de l'éducation, pas mal de petites choses, mais effectivement il fallait quand même en dire plus. Alors il y a également d'autres lives sur le sujet, puisqu'il y a eu une dermato, une psy, une nutritionniste, un chir esthétique, un chir gastro, une endocrino, qui ont aussi joué le jeu. Donc ça, vous pouvez les retrouver dans les stories à la une sur Insta. Bonjour tout le monde. Et donc voici ce live de pédiatrie. Alors, pour expliquer le surpoids et l'obésité chez l'enfant, il faut bien prendre en compte cette histoire de courbe de croissance, parce que c'est pas comme chez l'adulte où finalement on regarde notre poids, notre taille, on fait le fameux IMC, poids sur taille au carré. Et alors, tac, il y a Arnaud qui arrive. Et on sait si on est en surpoids ou en obésité. Chez l'enfant, c'est vraiment différent, puisqu'en fait, on met des points sur les courbes. Et la courbe évolue avec l'âge. On a vraiment une courbe qui est un petit peu en cuvette et puis après qui remonte. Et donc, Arnaud, le voilà. Tac. Ça y est. Et donc, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. On ne décrète pas du jour au lendemain qu'il y a du surpoids. Voilà. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Salut Arnaud. Bonjour Laure, comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Et ben, du coup, ouais, j'expliquais l'IMC, l'indice de masse corporelle par rapport au surpoids. Et puis, j'allais juste dire aussi le plan. C'est-à-dire qu'on va aborder ensemble la prévention du surpoids et de l'obésité en pédiatrie. Puis ensuite, on parlera un petit peu du traitement, ce qu'on fait en gros quand l'enfant est en surpoids ou en obésité. On y va? Action? On y va. Action. Les gens arrivent, du coup, démarrons. Bah oui, alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, tu sais, donc, enfin, tu sais forcément, tu vas me dire quand on est pédiatre, mais on parle souvent de rebond pondéral. Alors, il y a la courbe d'IMC, la courbe du poids et de la taille chez l'enfant. Mais est-ce que tu peux nous en parler et puis nous expliquer l'impact sur l'obésité et le risque de surpoids? Alors, l'obésité, c'est un sujet qui nous assaille depuis de nombreuses années, nous pédiatres et tous les médecins, et en particulier l'obésité infantile, puisqu'on a une augmentation depuis un certain nombre d'années, et en particulier dans les pays riches, pour tout un tas de raisons. Le mode de vie, les écrans, l'alimentation, la malbouffe, comme on dit. Enfin, il y a tout un tas de causes. Le confinement en ce moment, avec le Covid, je vois de plus en plus d'enfants qui ont du surpoids et des parents aussi qui sont en surpoids à cause de ça. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que ce que l'on suit de près chez les enfants dans le carnet de santé, alors je montre ça, mais les parents connaissent ce genre de courbe, hein, je vais montrer ça là, c'est une courbe d'IMC, c'est l'index de masse corporelle chez les enfants qu'on voit bien dans le carnet de santé. D'ailleurs, notre carnet de santé français, il fait des jaloux, il est très très bien fait et nous remplissons ces courbes-là. Alors, le phénomène de rebond adipeux, on sait, sur ces courbes, d'ailleurs on le voit bien, je ne sais pas, enfin je ne l'ai plus là, mais sur ces courbes-là, on sait que vers l'âge de 1 an, la première année, un enfant monte beaucoup son IMC, c'est-à-dire son index de masse corporelle, et après, une fois que la marche, le mouvement va se mettre en route chez l'enfant, une fois qu'il se retourne, qu'il fait du quatre pattes, qu'il va se mettre debout, puis qu'il va se déplacer, eh bien, inévitablement, il va s'affiner. Et très souvent, et les parents le savent, ils le disent,
oh, mais vous inquiétez pas, il est gros là, mais notre aîné, c'était pareil. Puis d'ailleurs, moi-même, quand j'étais enfant, c'était pareil. J'étais un gros pacha, un gros nourrisson. Mais vous voyez maintenant comme je suis, et je suis fin. Mais après, une fois que la marche était là, j'ai maigri. Et c'est vrai qu'après l'âge de 1 an, 12 mois, 15 mois, l'IMC rebaisse. Et c'est d'ailleurs, on le voit bien sur les courbes d'IMC, où après, ça remonte. Alors, le rebond d'adiposité, c'est quand, après cette acquisition de la marche, après le fait que l'enfant bouge et va donc s'affiner, eh bien, malheureusement, il y a un redémarrage, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas suivre la courbe, et on va dire grosso modo avant l'âge de 5 ans, 5-6 ans, mais parfois ça peut être plus tôt, ça peut être à 3 ans déjà, il y a un rebond, c'est-à-dire que ça redémarre vers le haut et on ressort de la courbe et on passe dans un surpoids, voire même dans une obésité. Je vais tourner mon écran pour vous montrer sur mon propre écran les courbes pour qu'on comprenne ce que c'est que la zone d'obésité et la zone de surpoids. Alors, Parfait. je ne verrai pas bien moi-même ce que je montre. Tu me dis si vous voyez bien. Non, mais c'est parfait, c'est très bien. Vous voyez? Il faut que tu descendes un petit peu ton écran. Comme voilà, ça vers le bas. Voilà. Ouais, super. Voilà. Là, on voit bien? Ouais. Voilà. Là, vous voyez en rouge, c'est la zone d'obésité. Ça, c'est une courbe d'IMC, donc l'index de masse corporelle. En bleu, on est au-dessus, c'est le fameux 97e percentile que les médecins connaissent bien. On est dans la zone de surpoids. Et quand l'enfant est dans cette zone-là, nous expliquons aux parents, ce serait bien qu'on ne dépasse pas cette zone, il faudrait revenir dans la zone verte. Voilà. Ça, c'était une courbe pour les filles. Donc, nous sommes très attentifs à ça. Et ce phénomène de rebond d'adiposité, c'est quand malheureusement ça redémarre. Et c'est essentiel pour nous médecins, tous médecins confondus, professionnels de santé, d'intervenir en amont parce que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que si on laisse passer cette période-là, après c'est foutu. Ça devient de plus en plus compliqué de prendre en charge l'obésité chez un enfant qui a 9, 10, 12 ans. C'est souvent beaucoup trop tard et on a beau faire des tas de journées nationales de l'obésité, de journées de prise en charge de l'obésité chez l'enfant, de prise de conscience, de tout ce qu'on voudra. Moi, je réalise, et c'est d'ailleurs ce que je dis aux parents, quand je vois que ça redémarre, ce rebond d'adiposité chez l'enfant, il peut n'avoir que 2 ans, 2 ans et demi ou 3 ans, je parle aux parents et je leur dis, voilà, je vais vous dire des choses, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais je vous le dis parce que c'est dans l'intérêt de votre enfant et aussi pour vous. On va réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour son bien-être et pour pas qu'on se fasse traiter de gros dans la cour quand il aura 10 ans. Ouais, c'est lourd ces mots-là, mais effectivement, faut aussi se dire que c'est une période où tout se joue. Donc, quelque part, il faut vraiment avoir conscience que cette période, elle est impactante pour la vie. Enfin, ça peut être un peu culpabilisant, ce que je veux dire, mais c'est pas le but. Mais vraiment de se dire que, voilà, s'il y a vraiment aussi une période en particulier où il faut faire attention, c'est cette période-là, en fait, avant les 6 ans, pour qu'il n'y ait pas ce rebond précoce. C'est la prise de confiance de l'enfant. On parle des fameux 1000 jours. On en parle beaucoup avec Boris Cyrulnik, qu'on avait reçu sur le plateau des maternelles il n'y a pas longtemps, comme tu sais. Et c'est admirable le travail qu'il fait. Moi, j'ai presque honte de le dire, mais quand j'étais jeune pédiatre, quand j'avais 30 ans, 25 ans, on faisait pas gaffe à tout ça. On disait, bon, bah, il est gros, voilà, faites attention, puis revenez nous voir dans 6 mois. Mais on ne prenait pas véritablement en ligne de compte l'impact psychologique. Or, c'est ça qu'il faut faire en premier. C'est pas le fait qu'un enfant soit gros, c'est pas le fait qu'un enfant soit obèse. On s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est comment dire, c'est le bien-être de l'enfant. Et notre rôle, c'est d'accompagner un enfant pour qu'il soit bien dans sa peau, même s'il est obèse. C'est très différent. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser là soudainement aux femmes enceintes qui prennent des stupéfiants. Moi, je me souviens qu'à une époque, comme je suis pédiatre et animateur, eh bien, je me souviens que quand j'avais un bébé qui naissait, il y avait des bébés, parfois, une fois qu'on les examinait, on laissait tomber un crayon à l'autre bout de la pièce ou un trombone, ils sursautaient sur la table d'examen. Et là, pour nous, ça voulait dire qu'il y avait un syndrome de sevrage qui était en train de se mettre en place et les bébés avaient à peine 8 heures ou 12 heures ou 24 heures de vie. Et là, on prenait conscience que probablement la maman avait dû consommer certains produits pendant la grossesse. Et si on posait la question à la maman en disant vous n'avez pas pris des choses, évidemment, c'était toujours pas non. Et on n'arrivait pas à avancer. Et du coup, on était obligé de mettre l'enfant sous morphine
de le shooter, le fameux élixir parégorique, pour calmer, parce que sinon il pouvait avoir un phénomène de sevrage extrêmement grave qui pouvait avoir des conséquences sur son cerveau. Eh bien, on a inversé la machine, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années de ça, avec les sages-femmes, avec les puéricultrices de secteur, avec les psychologues, les gynécologues, on a pris le problème à l'envers et on allait voir ces femmes quand on avait une suspicion et on leur disait, bon, vous prenez peut-être des choses pendant la grossesse, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le bébé. On va collaborer ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me dites des infos et moi je vous donne des infos pour que ça se passe bien pour votre enfant et que vous ne soyez pas là à flipper au moment où votre bébé va naître. Eh bien, on a tout gagné quand on a fait ça. Et du coup, les mamans venaient nous les livrer ce qu'elles avaient fait. Elles ne se sentaient pas jugées. Eh bien, dans l'obésité, dans le surpoids de l'enfant, c'est la même chose. Un enfant qui est en surpoids, en obèse, il faut lui dire, tu es un chouette gars, tu es une chouette fille, c'est super, tu es un peu différente, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aies une belle vie. Et ta belle vie, tu peux la faire en étant complètement maigrichon ou tu peux la faire en étant obèse. C'est pas grave. On va t'accompagner et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et là, l'objectif, c'est de dérouler, de mettre l'enfant en confiance, quel que soit son âge. On peut déjà le faire à 3 ans. On peut déjà dire beaucoup de choses à un enfant à 3 ans. Il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait un élément de confiance. Et quand il y a ça, c'est gagné. Et après, on peut obtenir pas mal de choses. C'est vrai que la communication là-dedans, alors à la fois avec les parents et en même temps avec l'enfant, en fait, ça va être vraiment hyper important. Il faut qu'il y ait un contact et un lien très fort avec le soignant, le pédiatre, le médecin, les puères, et aussi une relation de confiance vraiment sans faille, quoi, qu'on puisse dire là c'est difficile ou au contraire là ça va mieux. Euh, C'est ça. ouais, C'est pas simple. difficile. Mm, mm, mm. Ça demande du temps. Et ça demande du temps dans le temps, c'est-à-dire un suivi longitudinal, mais ça demande du temps aussi pendant la consultation. Il y a un moment donné, il faut laisser tomber son stéthoscope, il faut laisser tomber sa plume où on Mm, va mm. prescrire dosage de la numération, la glycémie. On sait bien qu'il n'y a pas du diabète chez cet enfant. Très souvent, on n'a pas besoin de faire une prise de sang. On sait bien que ce n'est pas un problème de thyroïde. Chez les enfants, c'est très rare. Euh, on laisse tomber ça et on se dit, bon, je pose mon truc, on parle, je t'écoute. Et quand on parle aux parents, à la maman, souvent la maman, les papas accompagnent moins, souvent ils se sentent un peu coupables ou fautifs ou ils démissionnent parfois un peu. Et puis après, la maman nous dit, ben, vous savez, tout ce que vous m'avez dit c'est bien, je voudrais bien le faire, mais dites-le au papa. Le soir, il mange comme 4 et à la maison, on a l'habitude de manger beaucoup. Donc, c'est compliqué dans ce contexte-là de faire prendre conscience à l'enfant et de l'accompagner. Alors effectivement, cette question de la famille, j'en ai parlé dans un autre live avec une collègue, et c'est vrai que c'est important que la famille soit soudée. Alors on va parler éducation, toi et moi, mais que voilà, d'être quand même en phase. Il ne faut pas que les parents aient des discours discordants finalement. Donc déjà, il faut vraiment qu'il y ait un soutien familial. Et à ce sujet, donc pour prévenir le surpoids, est-ce que voilà, moi je parlais d'éducation démocratique à mi-chemin entre le contrôle et puis les libertés. Co- comment tu le présentes, toi, en termes d'éducation à tes patients? Qu'est-ce que tu conseilles aux parents pour éviter? Alors, tout dépend si c'est des parents que je vois pour la première fois. Il y a des parents qui parfois viennent me voir pour la première fois parce que voilà, soit ils ont déménagé, soit parce que ils ont peut-être moins confiance dans l'autre médecin qu'ils ont vu, qui a peut-être dit des choses justes, mais qu'ils n'ont pas voulu recevoir. Parfois, la vérité est difficile à entendre. Et il y a façon et façon de le dire. Et c'est vrai que notre Mm. rôle de médecin, c'est d'avoir une certaine empathie, mais d'avoir le mot juste. Il ne faut pas être dans le déni. Quand on dit à un enfant qu'il est obèse, il faut utiliser le mot obèse. Il faut qu'il l'accepte. Ce n'est pas grave. C'est le mot juste. Il ne faut pas dire, bon, tu es un petit peu grassouillé, alors qu'il est obèse. Il faut dire les mots justes, sinon l'enfant va vivre dans une tromperie et il ne va pas mettre les mots justes là où il faut les mettre. Et du coup, c'est différent quand on a un enfant qu'on suit depuis longtemps, parce qu'évidemment, quand on le suit depuis longtemps, en particulier depuis la naissance, on voit la courbe évoluer et on va choisir les bons moments pour en parler. Si on voit l'enfant pour l'examen du 9e mois, ce n'est pas la même chose que si on le voit pour l'examen des 24 mois. À 24 mois, on a devant soi un enfant qui comprend tout ce qu'on dit. Et moi, je ne me prive plus pour parler devant l'enfant, dire des choses justes à l'enfant, mais en m'adressant à la maman ou au papa.
J'ai encore eu le cas il y a 2 jours où il y avait des petits réglages à faire, où il y avait un papa qui était dans une injonction et je voyais que la maman n'osait pas parler et c'est le papa qui était un peu dans une imposition. Et je laissais parler le papa et j'observais le regard de la maman. Et je voyais qu'elle n'était pas réellement en accord, mais elle ne le disait pas, elle se taisait. Et à un moment donné, je me suis adressé au papa en lui disant, mais pourquoi vous avez dit telle chose? Et en lui disant ça au papa, j'ai regardé la gamine qui avait 5 ans. Et c'est là qu'elle s'est libérée. Quand elle a vu que je m'adressais à son papa en disant, je pense que vous pouvez lui dire les choses d'une autre manière. Moi, c'est ce que je ferais. Je vous donne un exemple. Et on s'est remis dans la situation par rapport à ce que disait le papa, ce que voulait le papa. Parce que lui, il était dans un projet d'éducation. Il fallait que ce soit comme lui le voulait. Et l'enfant, un enfant qui grandit, ce qu'il faut, c'est qu'il adhère. S'il n'adhère pas, et si on tombe uniquement dans de l'obéissance, on va mal le construire, il va être dans un mauvais schéma, et ça se retrouve pour le sommeil, pour l'alimentation, pour le lien avec les autres, pour l'école, pour plein de choses. Et si on n'arrive pas à le faire adhérer, c'est le principe des thérapies brèves, hein, du Palo Alto. Moi, j'aime beaucoup le principe des thérapies brèves, où on fait un peu le contraire. On veut mener l'enfant à un endroit, on va contourner. On va lui interdire presque en lui disant, ou un enfant qui se trépigne par terre et qui fait une crise parce qu'il ne veut pas s'habiller ou parce qu'il ne veut pas passer à table, on va dire, j'aimerais que tu chantes et que tu hurles là. Ça me plairait bien parce que de temps en temps, tu fais ça très très bien quand on va passer à table. Et là, on a passé 2 infos. Les hurlements, passer à table. Et le gamin ne hurle plus. Et il a compris qu'on allait passer à table. Et on ne lui a pas dit, on va passer à table. Et du coup, ça démine. C'est des choses simples, mais qui aident beaucoup pour accompagner un enfant. Eh ben, pour le surpoids, pour l'obésité, c'est la même chose. C'est notre rôle de médecin, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une consultation qui se fait en un quart d'heure. Parfois, il faut voir l'enfant seul. Il faut lui demander, tu veux que les parents attendent dans la salle d'attente? Il ne faut pas hésiter à demander ça à un enfant qui a 5 ans. L'enfant, parfois, il a du mal à parler. Il va regarder la maman, il va regarder le papa. Ou là, c'est quoi ce lézard? Si je parle, je vais me faire gronder en entrant à la maison. Il a peur. Il y a une peur qui s'installe. Et l'enfant, finalement, il est le miroir. Il y a souvent une relation miroir. Et l'enfant, il va peut-être manger trop ou beaucoup pour faire plaisir à ses parents, pour être un peu dans une espèce de dynamique où il ne maîtrise pas très bien ce qui se passe. Donc, il faut prendre le temps. Il faut comprendre comment ça marche à la maison. Qui fait quoi? Qui s'occupe des repas? Ce que mangent les parents, leurs habitudes de vie. Est-ce que la télé est allumée pendant le repas? À quelle heure on se couche le soir? Est-ce qu'il y a du diabète dans la famille? Est-ce qu'il y a eu un divorce? Est-ce qu'il y a une mésentente dans le couple? Moi, je pose la question. J'hésite pas à la poser. Les gens sont en confiance. Ils savent très bien que si un médecin et un pédiatre en particulier pose cette question, alors je me l'autorisais peut-être pas il y a 20 ans, mais maintenant je le fais parce que j'ai suffisamment de recul et les gens savent que si je leur pose cette question-là, c'est pour leur bien, c'est pas pour les juger. On n'est pas dans un jugement. Je crois que le problème de l'obésité et du surpoids, et c'est valable pour les parents qui nous écoutent là, surtout ne soyez jamais dans le jugement et dans la crainte de ce que les autres vont penser de vous. Faites au mieux, faites pour le bien de votre enfant et vous n'en avez rien à secouer de ce que le voisin va penser. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le lien et ce que vous allez donner, transmettre à votre enfant pour qu'il soit en confiance, qu'il soit obèse ou pas, et qu'il se construise bien. Moi, quand je vois un adulte obèse et qui est bien dans ses pompes, je me dis, là, ses parents, ils ont fait un bon boulot. Mais bien sûr, c'est le but, hein, d'ailleurs. Nous, ce qu'on Voilà. recherche, c'est ça, hein, c'est d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Effectivement, après, il peut y avoir quand même des soucis mécaniques, on va dire, ou physiques liés au surpoids. Alors ça, c'est autre Mais chose. en dehors de ces soucis-là, alors tu parlais, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la famille, s'il y a des disputes, etc. Il y a tout ce qui est alimentation émotionnelle. Et ça existe chez les adultes, hein, donc les enfants sont pas dispensés. On peut avoir ce côté, ben voilà, on va se jeter sur quelque chose pour compenser autre chose ou parce qu'on n'est pas bien. Ça aussi, hein, je pense que ça se travaille. On peut en parler avec le pédiatre. Si on repère ce genre de petites d'événements, c'est important d'en parler. Alors, on le repère très tôt. Mm. Et là, je voudrais rembobiner la bobine. L'allaitement ou le biberon. Et ça, c'est un moment très, très utile pour observer ce qui est en train de se passer entre les parents et l'enfant. Et
sous nos contrées, alors il y a aussi des différences culturelles. Il y a des familles d'origines différentes et où, dans certains pays où plus un enfant est gros, mieux c'est. Ça montre qu'on a de l'argent pour le nourrir et donc qu'il y a de l'opulence à la maison. Heureusement, beaucoup de gens commencent à sortir de ça. On leur explique, ben non, vous allez en faire un diabétique, c'est pas terrible. Il y a d'autres manières de montrer que tout va bien à la maison plutôt que de lui donner à manger. L'allaitement ou le biberon. Dès les 2 premiers mois de vie d'un bébé, c'est déjà là qu'il y a des choses qui peuvent s'installer. Comme on le sait, un bébé qui tète, qui suce, que ce soit sur le sein ou sur le biberon, mais peut-être plus sur le sein que le biberon, mais il faut lui faire confiance, il a une notion de satiété. À un moment donné, il sait qu'il a bien mangé et c'est bon. C'est tout l'avantage du sein. Il va arrêter quand il a bien mangé, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas besoin de le peser, il est repu, tout se passe bien au niveau hormonal. Et il y a des nouvelles hormones d'ailleurs qu'on met au point, comme tu sais, au niveau de l'estomac, c'est incroyable les progrès qu'on fait en neurosciences, ou cette fameuse notion de l'hormone de la satiété. Eh bien, parfois, je vois des bébés qui ont 2 ou 3 mois et qui ont trop de poids, mais ce n'est pas tellement le problème du poids, mais qui sont tout le temps à hurler, qui sont jamais calmes, les fameuses coliques. Les gens croient que c'est des coliques, ou les parents vont sur Internet et ils croient que c'est un reflux, mais ce n'est pas du tout un reflux. Mais simplement, bébé pleure. Alors comme il pleure et que le cri est strident, eh ben, j'ai remarqué qu'en lui donnant à manger, ça le calme. Alors je lui donne à manger. Mais évidemment, il prend parce qu'il va sucer. Et en suçant, il se shoote à la morphine. Il sécrète les fameuses endorphines. En suçant, un bébé fabrique des endorphines. C'est les fameuses hormones, les neurotransmetteurs de l'apaisement. Ça apaise la douleur, ça calme un bébé. Nous, c'est pareil. Quand on court, ceux qui font du jogging, ils fabriquent des endorphines. Et quand un coureur ne court plus, il est en manque parce qu'il n'a plus assez d'endorphines. Ben, le bébé, c'est pareil. Sauf que quand on le met trop souvent au sein, ou c'est surtout sur les biberons, il va prendre, mais plus que ce dont il a besoin. Et s'il prend plus, il va être en digestion continue. Au bout d'1 heure, il a mal, il pleure, on lui donne à manger et il prend encore un peu plus. Et du coup, le cercle vicieux s'installe. Et c'est comme ça que parfois, une obésité peut s'installer. Et c'est là que les parents doivent s'écouter, observer leur enfant. Et très souvent, ils ont la solution en eux. Ouais, ils ont la solution en eux. Et puis, je pense qu'il y a aussi des petites règles quand même qu'il faut. Alors, tu parlais, voilà, de ne pas créer, il faut pas qu'il y ait de frustration. Il faut aussi quand même ne pas faire confiance à l'enfant. Par exemple, s'il dit qu'il a plus faim, quelque part, ne pas le forcer à finir l'assiette. Ça, c'est aussi des choses qui changent. Enfin, voilà, c'est important de le dire aussi parce que des fois, bon, voilà, on a envie de transmettre, voilà, tu finis ton assiette, mais quelque Oui. part, si l'enfant il a plus faim, Ah c'est oui, c'est malsain. complètement ça. Alors, moi, je fais partie, mais comme tout le monde, de toutes ces générations. On a eu des parents qui disaient, bah, tu Moi n'auras pas aussi, ton hein. dessert tant que tu n'auras pas terminé ton assiette. Bon sang de bois, mais qu'est-ce qu'on a été emmerdé avec ça. Mais, mais, mais on se demande même comment on fait pour vivre encore aujourd'hui, pour parler de ça avec une certaine bienveillance pour les générations dessus, en disant, bon, les pauvres, ils ne savaient pas. Mais c'était monstrueux quand on y pense. Un enfant, il faut savoir qu'il faut lui faire confiance, comme tu dis. S'il a assez mangé, c'est bon. 2, un enfant, il n'a pas la notion du temps. Il est en train de jouer, et tout d'un coup, on lui dit, il faut passer à table. Il ne sait pas pourquoi il va passer à table. Quel intérêt pour lui? Il était en train de jouer, il va peut-être se trépigner par terre. Donc, il faut le préparer. Il faut qu'il adhère. Il faut qu'il y ait une adhésion pour ça. Ensuite, il faut se dire que, et c'est ce que je dis toujours aux parents, quand ils se posent la question, oui, mais vous savez, il mange pas grand-chose. Je dis, mais vous avez vu son poids? Vous avez vu son poids? Est-ce que je vous ai dit que son poids m'inquiétait? Ah non. Pourquoi vous posez-vous cette question? Il va très bien, votre enfant. Il est en parfaite santé. Le repas doit rester un moment Agréable. convivial. Et je Ouais. vois trop de parents pour lesquels c'est un bordel, le repas, où ils se disent on va jamais y arriver, ça va de nouveau être le Bronx, comment on va faire pour s'en sortir? Eh ben non, il faut que l'enfant ait du plaisir à passer à table, parce que si on est derrière lui à lui dire il faut que tu termines ton assiette, tu n'auras pas ton dessert quand tu n'as pas terminé ton assiette, etc., etc., ou pire, lui donner une récompense. Si tu termines ton assiette, tu auras un jouet, ou ceci ou cela. C'est une catastrophe parce que l'enfant ne sait plus à qui faire confiance, il devient dans une espèce de compétition et il ne s'écoute plus lui-même et on va en faire un obèse ou un anorexique. Et la Et il ne faut pas tomber récompense, là-dedans. ouais, bien sûr.
À propos de récompense, c'est important aussi. Bon, des fois, on a ce côté, je te donnerai un bonbon, une récompense bonbon. Une fois, deux fois, oui, mais faudrait pas que systématiquement il y ait ce côté à chaque fois que la récompense soit le bonbon. Un bonbon, on peut en donner comme ça de temps en temps pour le plaisir. C'est bien aussi de se faire plaisir. Oui, Faudrait pas que ce soit que oui. ça, quoi. Il faut le bonbon, oui. Surtout que maintenant on fait des bonbons qui sont pas trop sucrés. Bon. Mm, mm. Mais il faut pas que ce soit lié à un acte. Systématique, ouais. Il faut que ce soit spontané. Ah, écoute, on passe un bon moment. Tiens, tu veux un bonbon? Ah, ça c'est bien. Mm, mm. Ou alors le grand-père qui veut que son enfant revienne, son petit enfant revienne à la maison. Tiens, je te donne des bonbons. Comme ça, tu reviendras souvent à la maison. Ah ben non, ça il faut pas faire. Il faut faire Mm, très attention dans les messages qu'on transmet aux enfants, parce que mm. l'enfant, il ne fait rien d'autre que recopier et faire la même chose. On donne une tape sur la main parce que l'enfant ne veut pas terminer son assiette. Il y a beaucoup de parents Mm. auxquels c'est arrivé. Et même des parents qui ne veulent pas le faire, il y a des moments où il y a une telle tension au moment du repas. Il y a des pour peu qu'il y ait deux ou trois enfants, puis il y a le l'ado qui lui fait son cinéma. Enfin, on peut comprendre que parfois on puisse craquer. Et moi, en tant que j'ai beau être pédiatre, ça m'est arrivé en tant que parent parfois de craquer un peu et de ne pas faire tout à fait ce que j'aurais dû faire et de le regretter après, parce que on est dans le feu de l'action, on craque un peu. Et eh Bien bien, sûr. il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à s'excuser auprès de l'enfant après en lui disant, écoute, je regrette d'avoir fait ça, voilà. Bon. Mais ce qui Mm, mm. compte, c'est d'être dans l'explication, de toujours faire confiance à son enfant. Et moi, je dis toujours aux parents, vous savez, je n'ai jamais vu d'enfant qui meurt de faim dans ce pays. Ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais vu d'enfant qui meurt de faim. Et je pense que quand je délivre ce message aux parents, ils sont plus en confiance et ils se disent, mais oui, au fond, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on fait tout un fromage sur l'alimentation? Je leur dis, est-ce que vous aimez les huîtres? Est-ce que vous aimez les abats? Ah ben non, j'aime pas ça. Eh ben vous voyez, votre enfant, il a le droit de pas aimer la carotte ou le poireau. Donc Oui, et puis laissez-lui le temps, il a pardon. toute la vie pour découvrir. Et les papilles des enfants évoluent aussi, hein. Donc, il y a des choses que nous, on va trouver délicieuses. Et en fait, pour les enfants, c'est quelque part naturellement mauvais. Oui, Parce que... c'est ça. On parlait des choses sucrées en récompense. À l'inverse, à l'autre extrême, faut pas générer des frustrations. Parce que des fois aussi, on veut bien faire. On interdirait, par exemple, le sucre ou les sucres rapides, les bonbons complètement. Et ça, c'est pas bien parce que c'est la meilleure des choses pour moi pour finalement que l'enfant se goinfre à l'anniversaire du copain ou, ou je sais pas, à la cantine qui pique les desserts des autres. Mais oui, Et c'est le ça, classique. ça crée des frustrations. Mais comme chez l'adulte, hein, encore une fois. Oui. Alors, l'enfant a besoin de sucre et il a besoin de matière grasse. Il faut vraiment que les parents entendent ça. Très souvent, on est là en tant qu'adulte, il faut manger moins de sucre et moins de matière grasse. C'est pas bon pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de sucre, en particulier pour son cerveau, parce que son cerveau a besoin de Mm. sucre. Alors, on utilise des sucres complexes, des glucides complexes. Le sucre, c'est pas le sucre comme on le faisait autrefois, le saccharose, et qu'on va tremper dans le chocolat et qu'on va manger comme ça. Ça, effectivement, c'est pas bon. Mais un bonbon de temps en temps, il faut pas qu'il y ait un rituel du bonbon. Il Ouais. faut pas qu'il y ait un rituel du sucre. Il faut pas qu'il y ait tout le temps plein de paquets de pâtes dans le placard à la maison. Il faut que, comme on parle de surpoids et d'obésité, il faut que l'enfant sache que ben, ce n'est pas automatique, les pâtes. On ne va pas les acheter à l'avance. C'est bon, les pâtes. Il ne faut pas hésiter à s'en servir parce que les pâtes, même pour un enfant qui est en surpoids, ça permet de mélanger des légumes dedans. On peut mettre d'autres choses avec. Pareil pour les crêpes. Les crêpes, on Mm. peut faire des crêpes fines et grâce aux crêpes, on peut faire manger des épinards aux enfants. On peut mettre plein de choses dans les crêpes. Ils adorent. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est pour avoir une alimentation équilibrée chez un enfant, pour lui faire manger des fruits, des légumes, un peu de viande, des laitages, etc. Ce qui compte beaucoup chez le visuel, chez l'enfant. Et on le sait bien quand on veut traiter un problème de surpoids, eh bien, par exemple, il faut mettre une petite assiette. Comme ça, il a l'impression d'avoir plus mangé. On va mettre la même quantité, mais dans une petite assiette. Du coup, cette même quantité dans une petite assiette donne l'impression d'être plus importante que si c'était dans une grande assiette. Et du coup, l'effet œil neurotransmetteur va jouer à plein et la satiété va venir plus vite. Ça compte. C'est pareil pour les couleurs. Les enfants, ils aiment beaucoup les couleurs. On arrive à leur faire manger des choses quand on fait des beignets, quand on fait une crêpe, on met un peu de couleur dessus. On arrive à faire passer des aliments comme ça. Et ça, c'est vraiment important.
Ouais, c'est important. Et puis, encore une fois, par rapport à la famille, si on peut. Alors, c'est pas simple dans nos vies à 100 à l'heure. La société est aussi responsable de beaucoup, enfin, pour beaucoup. Mais c'est vrai que si on peut cuisiner avec eux et manger avec eux, ça reste quand même aussi des choses importantes pour montrer l'exemple, quoi. Montrer qu'on mange aussi des légumes, finalement, qu'il n'y a pas que. C'est pas la punition, quoi. Non, c'est pas la punition. Il faut avoir une alimentation diversifiée. Il ne faut pas tomber dans le système où on fait des petits plats spécifiques à l'enfant parce qu'on se dit il faut absolument qu'il mange. Ça, il ne faut pas Mm, tomber mm. là-dedans. Ouais. On fait le même plat pour tout le monde. On lui en met un tout petit peu si on sait qu'il a un petit appétit. Et puis, on lui demande, est-ce que tu veux que je t'en remette un peu? Tu ne termines pas? Tu as assez mangé? Plutôt que de dire, tu termines ton assiette. Il faut être dans l'encouragement, il faut qu'il ait du plaisir. Et puis, c'est le pédiatre ou c'est le médecin qui suit l'enfant qui dira, votre enfant manque de telle et telle chose, voilà ce qu'on peut lui donner comme complément ou pas. On va donner des conseils, on va accompagner. Mais en tous les cas, il ne faut pas être dans l'affect. Parce que Mhm. je t'aime parce que tu as terminé ton plat, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Et il y a eu tellement de générations où ça a été fait comme ça que Mhm. ça donne des adultes, on le sait, une fois adultes, ils manquent de confiance et ils sont instables et dans leur travail et dans leur couple parce qu'ils ont été mal construits dans leurs 3 ou 4 premières années autour de la nourriture. Ouais, le soutien sans faille et je t'aime même si ça c'est Voilà. important hein, de le dire ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment Ouais. important de ne pas voilà, c'est Soutien pas sans simple. faille. Soutien sans Ouais. faille. Tu termines pas ton assiette, je t'aime. Tu termines ton assiette, je t'aime. Ça n'a aucun rapport. Mm, mm. Ça n'a Le fait aucun que lien. tu manges, c'est ton corps. Il faut. Et un Ils enfant à comprennent, hein. 2 ans comprend plein de choses. C'est ça qui est merveilleux. Je prenais l'exemple tout à l'heure, je regardais la petite fille, bon, elle avait 5 ans. Mais j'ai des cas où je vois des parents et où il y a un enfant de 2 ans, même 18 mois. À 18 mois, je peux passer des messages auprès des enfants. Ils écoutent quand on parle de la propreté de la couche, par exemple. Mais à 18 mois, le gamin, il sait très bien de quoi on parle. Et quand c'est le docteur qui en parle, il est là, il est scotché, Tendre il voit qu'il y a l'oreille. papa, maman, il tend l'oreille, il a tout de suite compris qu'on parlait de lui. Et ça le travaille. Mais c'est bien parce que ça veut dire que justement, ça le travaille. Et justement, il est réfléchi. Et comme il est réfléchi, il faut lui laisser son tempo. Il ne faut pas le lui imposer. En préparant ce live, j'ai posé des questions aux parents et une question m'est venue, c'est comment gérer les poussées de croissance et l'alimentation des ados particulièrement, mais des plus jeunes aussi. Alors, les- un enfant est en croissance rapide pendant les 3 premières années, où vraiment là, il a énormément besoin de calcium et donc de vitamine D, de fer et de sucre. Donc c'est pour ça que l'alimentation doit être adaptée, c'est pour ça que le lait a un rôle aussi important en allaitement ou le lait, les préparations pour nourrissons qui sont de plus en plus adaptées. Maintenant, on a des acides gras polyinsaturés qui sont mis dans ces préparations pour se rapprocher du lait maternel, en particulier le DHA. Le DHA, c'est l'acide docosahexaénoïque. C'est un acide gras qui est très important pour le développement du cerveau, donc tout ce qui est cognitif. On a aussi de l'ARA, l'acide arachidoïque. On voit ça sur les boîtes. Alors, évidemment, il y a un côté commercial, bien entendu, mais c'est important pour l'enfant. Donc, il y a des poussées de croissance. Et il y a une deuxième phase qui est importante, c'est effectivement à l'approche de la préadolescence, où là, de nouveau, le corps va grandir vite. C'est souvent là que l'enfant, l'ado, a des douleurs dans les jambes, la nuit parfois. Alors, on appelle ça des douleurs de croissance. C'est pas lié à la croissance, mais c'est la jonction des tendons sur l'os et du muscle, enfin, le tendon qui va se fixer sur l'os. Il peut y avoir des micro-arrachements, surtout quand ils sont sportifs. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir une alimentation équilibrée et s'il le faut de supplémenter. Et j'en profite pour dire là aux parents, le mieux est l'ennemi du bien. N'utilisez pas tous ces multivitamines, ça ne marche pas. C'est commercial, ça ne marche pas. Il vaut mieux donner une vitamine plutôt qu'un cocktail de 12 vitamines. L'estomac ne va pas tout absorber et ça n'a pas de sens. Il vaut mieux voir avec le médecin, on va lui donner de la vitamine D, ça, c'est important, surtout en ce moment. Et puis, pour se défendre aussi contre les infections, on va donner du calcium. Il ne prend pas assez de lait, eh ben, on va donner des laitages. Il n'aime pas trop les laitages, on prend du lait de vache pour préparer les laitages. On peut même prendre du lait de suite pour préparer des yaourts soi-même. Eh bien, on va prendre des fromages riches en calcium.
l'Appenzeller, qu'on connaît bien ici en Alsace, puisque la Suisse n'est pas loin, toi aussi tu connais bien. Le comté, c'est dans ta région. Le comté, ce sont des Yes. fromages qui sont très riches en calcium. Eh bien, ne pas hésiter à faire râper l'enfant. Eh bien, du coup, l'enfant, il va râper lui-même. Tu sais, avec cette espèce de râpe où on tourne, il va adorer faire ça. Il va s'associer au repas. Il va mettre ça sur son jambon ou sur sa pomme de terre ou sur son haricot vert ou sur son n'importe quoi. Et l'essentiel, c'est qu'après, ça lui plaise et qu'il prenne. Ouais, ouais, ouais. Rendre vraiment ce moment agréable, quoi. Ça va être vraiment une des choses qu'il faut retenir, quoi. La préparation du repas et le repas, quoi. J'ai aussi eu une des questions sur le microbiote intestinal. Alors, c'est vrai que j'ai fait une vidéo qui explique le surpoids chez l'adulte et chez l'enfant. Et j'en parle, j'explique que ça a un lien, en fait, avec le surpoids et l'obésité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant comment on appelait ça avant? On appelait ça J'allais dire le tractus, mais c'est peut-être pas ça. oui, non, on appelait ça non pas les levures, enfin, ça portait un nom, ça va me revenir, j'ai un trou de mémoire. Mais Je maintenant, on cherche appelle aussi. ça le microbiote. Pourquoi? Parce que on se rend compte, c'est fou parce que le microbiote intestinal, il faut savoir qu'à la naissance, un bébé, quand il naît, il a zéro bactérie et zéro virus dans son intestin. C'est vierge. Il a eu le liquide amniotique qui a circulé, et dès la naissance, quand il passe le détroit inférieur, quand il sort du ventre de la maman, sa bouche, ses narines, sa peau vont être ensemencées grâce à toutes les bactéries, le microbiote vaginal de la maman, le microbiote anal, du rafé, etc., qui va ensemencer le bébé. Et pendant les semaines qui suivent la naissance, grâce à ce contact, il va développer des milliards de bactéries, c'est-à-dire c'est des milliers de variétés différentes de bactéries, de virus, il y a des protozoaires aussi dedans, plein de choses dont on ne savait pas grand-chose avant et qu'on découvre parce qu'il y a des chercheurs qui font un superbe travail là-dessus maintenant et qui travaillent sur ce microbiote et qui arrivent à prouver les lactobacillus, les reuteri, enfin ça porte des tas de noms savants que les laboratoires essayent de mettre dans les laits et tout ça pour, voilà, pour suivre un peu, faire plus proche du lait maternel. Mais tout ce microbiote qui se développe est indispensable pour la digestion, pour éviter les coliques, pour que tout se passe bien, mais pas que, aussi contre les infections, ça va aussi développer tout le lien neurologique des informations qui sont transmises de l'intestin vers le cerveau. C'est extraordinaire ce qu'on découvre avec le microbiote intestinal. Un enfant qui naît par césarienne n'a pas ce même contact. On le sait maintenant, puisqu'il sort directement par la peau, on fait une incision et on va chercher le bébé, il n'a pas le contact avec le microbiote vaginal de la maman. Et du coup, il va développer son microbiote intestinal avec retard. Ce sont des enfants qui parfois ont un peu plus de coliques que d'autres. Donc, c'est montrer l'importance du microbiote intestinal. Mais on a aussi le microbiote cutané au niveau de la peau, on a le microbiote pulmonaire, qui est très important, surtout en ce moment avec le Covid, on en parle beaucoup. On a le microbiote rénal, on a le microbiote vaginal, et ça, je pense que nos chercheurs vont nous aider, nous les cliniciens, à progresser beaucoup, en particulier dans la prise en charge de l'obésité, puisqu'on sait qu'un bon microbiote va permettre d'avoir un bon poids. Et d'ailleurs, les études récentes montrent que chez 80% des enfants qui sont obèses, eh bien, leur microbiote est pauvre, Perturbé, ouais. Donc, ce qui perturbé, perturbe le microbiote, c'est notamment les antibiothérapies, par exemple. en tout cas quand il y en a Oui, beaucoup. oui. Et comment, justement, donc il y a des questions qui passent, mais effectivement, comment rééquilibrer ce microbiote s'il a été perturbé? Une alimentation équilibrée, les yaourts qui sont riches avec des levures, comme on le sait, hein, les Mm. Saccharomyces, les lactobacillus, et puis dans certains cas, c'est pour ça qu'on enrichit certaines préparations avec des prébiotiques ou des probiotiques, mais là encore, c'est bien de se faire conseiller par le médecin. Il ne faut pas non plus aller à la pharmacie et acheter plein de probiotiques, plein de prébiotiques. Il y a un peu un effet de mode et il y a un peu du business qui se fait là-dessus. Là, c'est le médecin qui va conseiller, ben voilà, votre enfant, il a tendance à faire des coliques, prenez plutôt tel type de prébiotique. Votre enfant fait plutôt des diarrhées,
avec répétition, on va plutôt lui donner tel autre type de probiotiques. Ouais, être vigilant et puis c'est pas la peine d'en faire 15 cures, quoi. Souvent, si on fait une cure, ça va être peut-être Oui, une fois l'an ou en fonction aussi oui, oui, tout à de fait. l'enfant, de chaque cas. Oui. Et on peut aussi prévenir le surpoids ou l'obésité de son bébé à naître, en fait, pendant la grossesse. Ça, c'est important de le signaler parce que, bon, voilà, la grossesse, c'est aussi une période où finalement on doit prendre soin de notre enfant. On a cette responsabilité-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pendant la grossesse, l'obstétricien et la sage-femme vont surveiller la courbe de croissance du fœtus, la taille, l'aspect morphologique pour voir s'il se développe bien, la quantité de liquide amniotique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont regardées grâce à l'échographie, entre autres. Et puis, la masse corporelle estimée de l'enfant. Et parfois, il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle un macrosome, c'est-à-dire un bébé qui prend trop de poids. Et quand ça arrive, on va très vite surveiller ça de manière plus rapprochée. Et une des causes principales de la macrosomie, c'est-à-dire un poids qui est trop élevé par rapport à l'âge gestationnel du fœtus, Mhm. c'est le diabète gestationnel, que les mamans connaissent bien. Ça arrive assez souvent finalement, mais quand on voit qu'il y a un diabète qui apparaît chez une maman enceinte, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un diabète insulinodépendant, c'est autre chose. C'est le diabète gestationnel, c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement transitoire des codes et de la fabrication d'insuline chez la mère. Et du coup, le bébé, comme il y a un diabète chez la maman, avec une augmentation de la glycémie, le bébé va le ressentir et le bébé va fabriquer en excès de l'insuline. Et cette insuline qu'il va fabriquer en excès risque de donner des problèmes d'hypoglycémie grave au moment de la naissance. C'est-à-dire au moment où il naît, le cordon est coupé, il n'y a plus cette surcharge en glucose qui venait de la maman, mais lui, il est en surcharge d'insuline, et du coup, Ouais. il a sa glycémie qui chute et il peut avoir des séquelles importantes au niveau du cerveau. Bon, ça, on sait bien le prévenir, surveiller et équilibrer. Et la plupart du temps, on arrive à équilibrer un diabète gestationnel par un simple régime. Oui, Parfois, il faut utiliser de l'insuline. et puis surtout, on surveille les mamans à risque, en fait. En général, Oui, il y a des terrains familiaux, il y a eu oui, peut-être un autre enfant avant, il y a plein oui, de critères, en fait, qui, du coup, si on est suivi médicalement, c'est des choses qu'on repère et qu'on prévient. Mais c'est oui. vrai que, par exemple, il a été prouvé que le tabac avait un lien, ça, c'est vraiment des études scientifiques qui disent que les mamans qui fument, quand elles sont enceintes, elles ont plus de risques d'avoir un enfant en surpoids et obésité. En Bon, surpoids ou après, carrément le hein, par la contraire, suite. ou carrément hypotrophe. On peut Ouais, avoir les ça extrêmes. perturbe. On peut avoir C'est les ça. extrêmes. Et il faut savoir que ça n'est pas parce qu'un enfant est macrosome à la naissance qu'il a un trop gros poids qu'il sera obèse plus tard. Il n'a pas véritablement de Ouais. lien. Donc, on peut rassurer les parents sur ce plan-là. Et on peut aussi rassurer, ce que j'avais lu cette étude-là qui disait qu'un enfant en surpoids ou en situation d'obésité, on va dire des plus grands, hein, pas forcément des bébés, mais qui retrouve avec la croissance un poids dans les normes, il n'aura pas de soucis à l'âge adulte liés au surpoids par rapport à la tension, par rapport à ces soucis qu'on retrouve chez l'adulte. Finalement, enfin, je trouve ça chouette finalement de pouvoir se dire que chez les enfants, on peut aussi être rassurant. Voilà, il y a cette croissance qui est là, quand même, qui simplifie, enfin, qui simplifie. C'est quand même plus simple que chez l'adulte, quoi, pour le coup. C'est vrai que l'enfant, par rapport à l'adulte, est en pleine croissance. Et donc, quand il y a un surpoids, ça peut avoir un impact sur sa colonne vertébrale, sur le développement de ses fémurs et de ses tibias, avec les jambes qui partent en X et les pieds plats, par exemple. Et c'est Mhm. surtout ça qui va être embêtant, ce surpoids par rapport à la charpente qui n'est pas prévue pour. Chez l'adulte, la croissance est terminée. Ce seront d'autres conséquences. Ça va être le cholestérol, ça va être du diabète, ça va être des problèmes cardiovasculaires. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de faire prendre confiance à l'enfant, de faire prendre conscience à l'enfant, lui expliquer à 8 ans, mais tu sais, plus tard tu vas faire du diabète ou tu vas faire une crise cardiaque à 45 ans, qu'est-ce qu'il en a à faire? Il ne se projette pas. Il n'a pas Mais la bien notion de sûr, temps comme un ouais. adulte. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, Puis il ne c'est sait même pas qu'il dur, sera quoi. un adulte plus tard. Et puis, c'est un Mhm. message qui est dur, qui est violent pour lui. Mhm. Donc, il ne peut pas l'entendre. Il faut pas lui dire les choses de cette façon-là. Par contre, il faut lui demander, lui donner le micro en lui disant, mais qu'est-ce qui te gêne?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Par exemple, quand tu marches ou quand tu cours. Tiens, quand tu vas à la piscine, raconte-moi comment ça se passe. Alors ça, le coup de la piscine, ça marche à tous les coups. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas aller à la piscine, parce qu'on se moque d'eux. Ou alors, ils vont mettre des vêtements amples. Alors, il faut jouer. Moi, j'hésite pas avec certains grands qui ont 8 ou 10 ans en leur disant, allez, allez, t'as pas voulu te déshabiller pour que je t'examine, hein. Et tu sais, moi, je suis un médecin magicien. Je vois à travers les vêtements. Qu'est-ce que tu caches? Ça, je l'ai jamais fait. Ils adorent ça. Ça les met en confiance. Ah bah oui, je peux pas lui faire à lui. Mais je lui dis pas, t'es gros et tu caches ton obésité sous un vêtement. Il faut être dans un mot de son âge qui va comprendre pour que, comme on le disait tout à l'heure, il s'approprie son truc. En fait, le sujet, c'est ça, qu'il s'approprie quelque chose dont il n'a pas encore véritablement pris conscience. C'est vrai que là, donc jusque pour expliquer le déroulé, on a parlé beaucoup de prévention, de prévenir le surpoids. Et là, on arrive sur un peu plus le traitement. Comment on fait avec ces enfants qui sont en surpoids, qui sont en obésité? Et moi, les questions que j'ai reçues beaucoup, c'est comment on leur dit, quoi. Comment on aborde le sujet? Il y a une maman qui me disait, mon fils a 8 ans, il est obèse. Et comment est-ce que je lui dis? C'était la question. Bon, je pense qu'il Alors, faut lui dire. la Mais première comment? chose, la première chose, c'est d'abord être sûr avec le médecin qu'il n'y a pas un problème endocrinien derrière. Mais c'est très Ouais, rare. bien Les sûr. problèmes endocriniens à cet âge, c'est très très rare. Et il est rare d'avoir besoin de faire un bilan sanguin chez un enfant qui est en obésité ou en surpoids. C'est très très rare. Donc, on balaye ça, on passe à la suite. Ensuite, il faut que les parents, on voit les deux parents. Parce que très souvent, je vois la maman. Et le papa, il fuit un peu. Il fuit un peu. Comme si, ouais, bah, laisse-le, de toute façon, bon, c'est trop tard, ou puis moi j'aime bien manger, boire ma bière le soir et manger mon comme quatre, parce que c'est ça le problème, c'est que quelles sont les habitudes alimentaires à la maison? Et quand parfois j'en parle à une maman, et je lui dis, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire, et je leur donne des pistes, et il y en a une dont je vais parler là. Eh bien, quand je donne ces pistes, souvent, je vois des mamans un peu dépitées qui me disent, mais oui, mais il faut en parler au papa, parce que lui, il donne pas l'exemple. Et là, elle se tourne vers l'enfant en disant, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben oui, papa, bon. Mais parfois, c'est aussi la maman. Mais elle veut pas le reconnaître. Elle est un peu dans un déni. Donc, c'est compliqué. Et ça veut dire que, d'abord, il faut faire prendre conscience à l'enfant qu'il y a un petit souci. Tant qu'il n'a pas pris conscience de ça, alors, il y a des tas de moyens. On lui fait parler. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu vas volontiers à la piscine? Sous-entendu, est-ce on se moque? Il n'y a pas des salopards qui se moquent de toi? On va aller les attendre au tournant, ceux-là. Alors il est en confiance. Donc il faut qu'il prenne conscience. S'il prend conscience, alors après, on peut passer à la phase de traitement, d'accompagnement, avec les parents. Parce que donner des règles diététiques, si les parents ne les suivent pas, c'est pipeau. C'est pareil avec les écrans. Pourquoi les enfants veulent faire autant d'écrans et avoir accès à des smartphones et tout ça? Parce qu'ils voient les adultes qui sont constamment sur leur smartphone et ils ne comprennent pas. On leur dit, ben non, non, le téléphone, c'est juste 10 minutes. Attendez, vous êtes tout le temps sur votre smartphone. Il ne peut pas comprendre, l'enfant. Ouais. C'est Et du très souvent, mimétisme. c'est du mimétisme. Et c'est d'ailleurs un facteur qui favorise l'obésité. Et le téléphone qui reste allumé pendant le repas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut, au moment des repas, que le moment soit convivial. On coupe tous les téléphones, on coupe la télévision, on prend le temps, on se parle, on échange ce qu'on a fait dans la journée, on s'intéresse à ce qu'a fait l'enfant. On ne lui demande pas s'il a eu de bons résultats, on lui demande juste de parler, de dire, on est dans le lien. Du coup, il va être détendu, du coup, il va bien mâcher, du coup, il va mieux manger, il va mieux digérer et il va mieux dormir. C'est tout un ensemble de choses. Et après, une fois qu'on est là-dedans, alors on va pouvoir donner des conseils sur les quantités de sucre. Il ne faut pas être dans l'interdit, il ne faut jamais être dans l'interdit. S'il a envie de manger des pâtes, on lui en donnera. Mais c'est avec équilibre. Il ne faut pas l'obliger. Et moi, ce que je donne souvent comme conseil à l'enfant, devant les parents, je lui dis, écoute, on va faire un deal. J'aimerais que la prochaine fois, quand tu viendras me voir, tu me dises que le soir, en sortant de table, tu as faim. Et c'est vrai que notre société, on a tout inversé. On mange peu le matin, on mange très très peu le matin. On a tendance à zapper le petit déjeuner parce qu'on est pressé, parce qu'il faut aller au travail, parce qu'il y a l'enfant à habiller, il y a le truc, le métro à prendre. Enfin, et du coup, on ne prend plus un bon petit déjeuner alors que c'est le repas le plus important.
Résultat des courses, l'enfant n'a rien dans l'estomac, très souvent, il arrive à l'école avec rien, du coup il n'est pas concentré, et du coup les écoles donnent un goûter à 10 heures pour qu'il remette du sucre dans son cerveau, et on tombe dans le grignotage, et c'est une catastrophe. Et inversement, le soir, tout le monde se retrouve, c'est le moment convivial, et on mange 2 fois trop. Et tout ce qu'on mange, ça fait le lit de l'obésité, parce que tout ce qu'on a mangé après, on ne va pas faire d'effort, on va se coucher et on fait du gras. Et c'est pour ça que je donne toujours comme conseil simple, pas de faire de restrictions, mais de dire, il faut tous que vous ayez un peu faim en sortant de table le soir. Si vous avez un peu faim, alors c'est gagné. Commençons par le repas du soir. Et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Ouais, c'est un bon essai, quoi. Et puis, pardon, du coup, donc l'importance qui est la famille, qui est vraiment cette cohésion et ce soutien sans faille, mais aussi une prise en charge, si possible, pluridisciplinaire. Alors, il y a des Oui, réseaux oui, moi, je fais partie, bon, c'est en Franche-Comté, mais il y en a partout, des réseaux où on propose aux enfants après une inclusion par le médecin traitant, une prise en charge par des diètes, par des psys, par des coachs sportifs. Il y a même des c'est ça. psychomotes qui peuvent Oui, jouer sur l'image de soi. Et ces consultes-là, elles sont sans avance de frais. Enfin, en tout cas, c'est un nombre limité. C'est pas idéal ou parfait, mais il y a quand même des choses qui existent. Donc, au niveau de la prise en charge, pour les enfants, il y a des choses. Donc, c'est c'est important. essentiel. Mais ça ne peut marcher, encore une fois, que si on arrive à obtenir l'adhésion de l'enfant. Et ça veut Ah dire oui. qu'il ne faut pas être dans le non-dit. Il faut utiliser les bons mots et il faut qu'il se sente soutenu par sa famille. Tous ces réseaux, réseau Redom, les réseaux organisés par l'INPS, enfin, il y en a dans tous les sens. C'est voué à l'échec si les parents se disent ah ben c'est super, il y a un réseau, allez, on drop l'enfant, allez, vous allez me le régler, c'est comme de gonfler le pneu de ma voiture. Non, Je vous ça ne peut l'envoie. pas marcher. Je vous l'envoie et moi je suis libéré et je vais aller manger. Non, il faut qu'il y ait une adhésion de toute la famille. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que ces réseaux-là, on les prend en compte de plus en plus tôt. Et il y a des réseaux pour les adolescents, ça marche bien. Il y a les réseaux Redom qui sont pilotés par certains CHU, effectivement pluridisciplinaires. Les parents n'ont pas besoin de faire des avances de frais. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que il faut que les parents y adhèrent. Il ne faut pas qu'ils délèguent. Ouais. Parce que s'ils Mm, mm, délèguent, ça ne peut pas marcher. mm, 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 mm. Il faut que les parents fassent un peu un effort aussi. En Ouais, fait, ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est de l'ordre de l'effort et voilà, de se comprendre aussi, parce qu'il y a forcément des périodes où c'est plus difficile, mais c'est pour l'enfant, c'est comme pour l'adulte, quoi. Il y a des périodes où on n'est pas enclin à faire des efforts c'est un travail sur le long terme, notamment par rapport à l'alimentation. Souvent, les règles, finalement, on les connaît. On voit ce Oui, qu'il faut faire. Mais c'est juste, oui. voilà, enclencher avec la nutritionniste, on en parlait, c'est enclencher des nouvelles habitudes qui ne seraient pas un régime, qui serait, surtout pas de régime d'ailleurs chez Non, l'enfant, non, il n'y a pas mais besoin de des faire de régime. rééquilibrages C'est un toute l'année. rééquilibrage. Mhm. Comme tu dis, c'est 3 repas par jour, point barre. Un bon petit déjeuner le matin, un repas correct à midi. Et attention, les enfants qui vont à la cantine, parce que si c'est pas bon, alors après, comment ils vont faire pour se rattraper? Ils vont se jeter sur le goûter, et là, c'est pas bon. Et le repas du soir qui doit être léger. Et on peut mettre un petit goûter en rentrant de l'école, mais c'est un fruit, c'est de l'eau, mais c'est pas tout de suite des friandises et des trucs sucrés qu'on met à la maison. Et quand on se cale là-dessus, eh bien, on n'a pas besoin de faire de régime. Par contre, l'enfant qui sait qu'il peut aller se servir dans le frigo, qui est tout seul pendant 1 heure ou 1 heure et demie en fin de journée avant que les parents ne rentrent du travail, il a 8 ans, 9 ans, et il va se servir, il va manger des chips et tout, et bien là, c'est une cata. Et là, c'est l'enfant qui n'est pas accompagné, c'est l'enfant qui finalement mange pour compenser quelque chose. Ça va être un peu un manque affectif aussi. Et c'est vraiment la question qu'en tant que parent on doit se poser. Si mon enfant fait du surpoids, eh bien, il ne faut pas culpabiliser soi-même en se disant j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, sinon on n'arrive à rien non plus. Mais il faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner, quel exemple je peux donner, mais sans non plus tomber dans l'excès inverse. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai D'où eu là. des cas comme ça de parents qui n'étaient pas en phase eux-mêmes. L'un était mangeur de viande et qui mangeait énormément de viande. Et la maman, il prenait du poids, l'enfant prenait du poids avec lui. Et la maman s'était mise à faire des marathons et elle devenait de plus en plus maigre.
Et quand je les avais en face de moi, j'avais l'impression d'avoir Laurel et Hardy, quoi. C'est dur, hein. Mais d'où vraiment l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire et Oui, voilà, globale, aller voir un oui, psy aussi si besoin, et, oui, etc., etc. tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Finalement, tu vois, on avait dit une demi-heure, mais on avait plein de choses à On a dire et je pense débordé, on aurait pu on faire a toute la débordé. soirée. Mais c'est un Mais là, ça sujet risque de tellement couper. vaste. Ouais. Ouais. Bon, Pour finir, on tenait vraiment à vous parler du harcèlement scolaire et du harcèlement en règle générale. Voilà, ayez l'œil, posez la question à vos enfants ou à votre entourage voilà, s'il y a des personnes en surpoids autour de vous, malheureusement, la société, elle est encore très, 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 très et trop dure. Donc, voilà, aborder cette question-là, c'est pas simple, mais essayez de mettre le doigt dessus, quoi. S'il y a encore des enfants qui jugent ou qui sont méchants, malheureusement, voilà. très important le harcèlement, surtout pour les ados. Ouais. Du coup, Arnaud, ben, alors toi, on te retrouve à la Maison des Maternelles sur France 4. Oui, Moi, j'y serai en janvier. Je ferai un direct en janvier, donc je suis super contente. super. Et puis, il y a aussi dans ton livre qui s'appelle Le bébé premier mode d'emploi chez Hachette, qui viendrait d'être réédité en septembre, enfin en tout cas à la rentrée. Tu parles aussi beaucoup de neurosciences, d'habitudes alimentaires. Tu donnes tout plein d'infos en fait qu'il faut avoir en tête quand on est parent. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Bah, je te dis à bientôt alors. Merci Laure de m'avoir invité. À Et bientôt puis merci hein, pour un autre. pour tous tes bons mots. Pour un autre, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.